Bonjour, je suis Jasmine Tabibi du Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom des équipes du Centre de connaissances et du Learning Network, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire intitulé Colonialisme et survivance, expérience unique de violence multigénérationnelle et forces culturelles parmi les peuples autochtones du Canada. Je tiens à souligner que notre travail se situe sur les terres traditionnelles Anishinaabe, Haudenosaunee, Lipewak et Chinatown. Ces terres sont liées au traité de London Township et de Sombra de 1796, ainsi qu'au wampum de l'Alliance, bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous continuons à travailler en collaboration avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui restent omniprésentes au Canada et qui entraînent des impacts disproportionnés de la violence fondée sur le genre sur les communautés opprimées. Nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui Amy Bombay. Amy Bombay est professeure agrégée au département de psychiatrie à l'École des sciences infirmières de l'Université Dalhousie. Amy est Anishinaabe, Première Nation de Rainy River, et a obtenu une maîtrise et un doctorat en psychologie et en neurosciences. Ses principaux domaines de recherche ont porté sur l'évaluation des associations entre les traumatismes historiques, l'exposition aux facteurs de stress contemporains et l'identité culturelle pour prédire les résultats en matière de santé mentale chez les peuples autochtones. Ces recherches sur les expériences vécues dans les pensionnats indiens sont transmises d'une génération à l'autre, ont suscité un vif intérêt dans les médias et ont influencé les politiques en matière de santé autochtone. Je laisse la parole à Amy. Merci beaucoup. Merci de ces propos aimables de présentation et pour l'invitation à vous parler. Donc, je m'appelle Amy Bombay. Comme je l'ai mentionné, ma famille est de la Première Nation Rainy River du côté de mon père et du côté de ma mère, mes ancêtres étaient des colons. Et beaucoup de ma recherche provient de mon expérience de famille, de communauté. Voilà une photo de mes grands-parents du côté de mon père qui ont été affectés par l'école, donc les pensionnats autochtones et les conséquences. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Ah, je n'arrive pas à passer à la prochaine diapo. La voici. Et moi, je vois les diapos en français. Amy, allez en haut de votre écran dans options d'affichage, View Options. Vous voyez Shared Screens. Il y a English Slides là-dedans. Voilà, c'est formidable. Merci. Très bien. Alors, vous aurez vu les objectifs d'apprentissage et ce dont nous allons parler, c'est les expériences uniques de la violence qui résulte du colonialisme et qui ont été vécues par les Premières Nations, les Métis et les Inuits depuis le premier contact. Ma recherche met l'accent sur les Premières Nations, mais je ferai cette distinction au fur et à mesure de la présentation. Nous voulons aussi comprendre les causes profondes de la violence contemporaine et d'autres problèmes sociaux et de santé dans certaines familles et collectivités autochtones. Et nous souhaitons reconnaître les forces des peuples autochtones qui ont survécu en s'engageant activement dans la résistance coloniale et la renaissance des cultures traditionnelles à travers les générations. Et je souhaitais noter que je vais parler d'expériences qui pourraient être traumatiques. Alors, pensez à vous en premier. Si c'est trop donc traumatisant, pensez à vous, sortez et revenez par la suite. Alors, les peuples autochtones au Canada sont très diversifiés, Premières Nations, Métis, Inuits, et même dans ces groupes-là, il y a plus de 600 communautés qui représentent plus de 50 nations et langues, chacune avec sa propre histoire unique et ses cultures bien à elles. Je n'ai pas le temps
vraiment de vous donner un véritable colonialism in Canada. aperçu So du I'll kind of just colonialisme very au briefly Canada. Alors, ce sera bref. describe that. Je vais décrire rapidement It was really meant to get rid of the qu'il Indian s'agissait problem véritablement d'éliminer le problème once indien pour les settlers gouvernements arrived in une Canada, fois que les colons sont and arrivés it au involved Canada. a number of Et different cela traumatic a events. voulu We dire think that a plusieurs lot stemmed événements from the Indian traumatiques Act, qui broken proviennent treaties, stolen land, forced principalement de la relocations, loi sur and les many Indiens, more. des traités brisés, des terres volées, Today, I'll be réinstallation talking about forcée, stérilisation um, forcée et beaucoup plus. policies that were Et aimed at aujourd'hui, je vais assimilation parler that were des specifically politiques publiques targeting qui children, visaient explicitement um, l'assimilisation des specifically the Indian enfants, residential les school enfants system particulièrement, and donc the dans le child système welfare de system, pensionnat et both le during and système after the de cessation. bien-être de l'enfant So it was par la really suite, in pendant les années 60 et par 1996 la suite. when Euh, kind of alors, Canada became en aware of 1996, le Canada a vraiment commencé à the comprendre harms of colonialism and the les huge impacts that it's had on préjudices du Indigenous colonialisme peoples et l'impact énorme que ça a through eu sur les the peuples release of autochtones the Royal Commission on Aboriginal Peoples in lorsque la Commission 1996. royale sur les peuples And so autochtones this a publié son rapport. also revealed the importance of culture-based healing Cela a practices for aussi Indigenous révélé peoples, and it was concluded l'effet that tinkering with négatif à long existing terme programs and du services would not be colonialisme enough to foster et substantial improvements in the health of que Indigenous le peoples. rafistolage des programmes et des And services it called existants for ne serait new pas and suffisant pour innovative favoriser des approaches améliorations substantielles de la to santé des peuples autochtones improve et on a the health fait and un well-being appel of Indigenous afin peoples de and mettre de towards l'avant reconciliation. des approches Unfortunately, nouvelles et many of novatrices RCAP's vers recommendations la were not recommandation. implemented, Cependant, and beaucoup, enfin, many la plupart des recommandations de 25 la years Commission later, royale n'ont pas été mises en œuvre et the 25 ans plus tard, Reconciliation Commission of la Canada Commission de vérité et de released its final réconciliation du report showing Canada the a same publié son continued rapport health and social définitif gaps en and intergenerational effects of présentant colonialism, donc including une continuation des écarts not only sociaux et de health and santé, social des effets outcomes, but intergénérationnels for du not only colonialisme, health outcomes, but non various seulement social outcomes due to sur the la violent santé, victimization and mais la perpetration violence, that's higher in la some violence et la Indigenous perpétration de la communities, and violence that's qui higher among fréquente Indigenous dans peoples certaines communautés autochtones et peuples at the autochtones. individual level when we look as a population. Donc, lorsque l'on And regarde, in the TRC on calls to examine la action, population dans son ensemble, we see many of il the y a eu de same calls nombreux that we appels à heard l'action identiques in à RCAP. ceux de la Commission royale de 96 également. So this is a quote from the TRC final Voici report, une citation du which says that it rapport became clear over the final course of the de commission's work la that most TRC, adult Canadians have been taught little de or la nothing CVR about plutôt. residential schools. On And the soulignait poverty and qu'au social cours des dysfunction in travaux de la Aboriginal commission, nous avons communities were constaté que la plupart des emphasized adultes without canadiens any savaient très peu historical de choses, voire context rien to du help tout, students sur les understand pensionnats. how or On y why these soulignait la conditions pauvreté et les came troubles about. sociaux des This communautés commission autochtones has sans left donner aux élèves le most Canadians with the view contexte that historique Aboriginal nécessaire people were and pour are comprendre confined le to the processus ou la situations cause in de which ces they troubles. find En themselves, conséquence, la as plupart though des there were Canadiens no sont venus à external croire que les causes. Autochtones sont Aboriginal responsables de la peoples have situation therefore dans been laquelle ils se trouvent, characterized as a comme s'il n'y avait social and aucune cause economic externe. problem Les that must Autochtones be constituent solved. donc pour eux un problème social et And économique qui so doit être myself, résolu. growing up, Alors, going to school in Canada, moi-même, lorsque I j'ai actually grandi au didn't learn Canada, about residential je schools n'ai until pas late in high appris school, grand-chose and sur I didn't learn it at les school. It was pensionnats, my mother who mais told me et c'est en fait, about it and c'était told pas me à that I should l'école que look into it j'ai and appris read quoi que about ce it. soit. C'est ma mère qui m'en a parlé So et qui m'a dit, il faudrait most que je people, jette un coup d'œil là-dessus. adults today, La plupart des didn't gens, des have the adultes chance to learn aujourd'hui, about it, n'ont and pas eu hopefully that's l'occasion changing, and d'en they're starting savoir to learn about it davantage. in On school. espère que ça change et que les mm, plus And so jeunes, la jeunesse, unfortunately, commencent à être davantage au when courant. that the Et reports quote hélas, mentioned these blaming lorsque le attitudes, rapport a that seems to be mentionné one of cette the most attitude common où kind l'on of blâme les Autochtones negative eux-mêmes attitudes towards pour la Indigenous situation dans people. laquelle ils se trouvent, c'est une des réactions les These kind plus of blaming fréquentes. attitudes that ignore the social context and the historical Donc, qui context of ignore le colonialism contexte and its harms. socio-historique This is euh, just an example de l'affaire. Et voici un exemple where our former prime minister où notre was quoted ancien as premier saying the issue ministre of missing Harper and murdered a été Aboriginal cité en women is disant que not a des sociological études phenomenon. But sur as pointed lesquelles out les in femmes this autochtones article, disparues assassinées, dozens of donc federal n'est pas un provincial and phénomène community studies sociologique. compiled by the Alors, Conservative government appear to donc contradict the prime plusieurs minister's contention études that cependant the problem menées of par missing le and murdered gouvernement Aboriginal conservateur à women l'époque isn't a sociological contredisaient phenomenon. même le premier ministre à cet égard. And Et just, I'm actually not, my expertise is not really mon focused on expertise violence ne met specifically, pas l'accent sur la violence but précisément, you can go to the literature mais and vous pouvez see and look certainement at vous different pencher sur la models in littérature et voir predicting plusieurs violence, modèles and we de see prédiction de la that we violence know that there's a et number of nous different savons causes at the qu'il y a individual, plusieurs causes family, à relationship, plusieurs niveaux community, and individuels, societal
relations communautaires, sociétales, qui prédisent, tous ces niveaux-là prédisent tous donc la violence et les effets de la violence. Et voici une étude longitudinale des prédicteurs de la violence donc et de la perpétration et de la victimisation en matière de violence. Les facteurs de risque comprennent des expériences continues, donc d'abus, des facteurs de risque, donc colonisation, racisme, événements politiques contemporains et les abus à l'enfance on passe de l'enfance à l'adolescence pour aller donc aux facteurs intergénérationnels à l'âge adulte. Donc c'est une courbe ascendante. Pour les peuples autochtones, en plus de tous ces facteurs de risque-là, nous savons que plusieurs de ces risques sont plus élevés en raison du colonialisme pour des raisons sociales historiques. Donc, et c'est là-dessus que je vais me pencher. Je mentionnerai, même si je ne mettrai pas l'accent là-dessus aujourd'hui, il y a d'autres facteurs, en plus de ce que que je vais mentionner, qui contribuent à la violence dans les populations autochtones. Par exemple, le travail de Pamela Pommeler et d'autres universitaires, et qui se penchaient sur la question autochtone, ont indiqué que la police, donc, est, donc, le comportement donc raciste de la police contre les femmes et les filles autochtones, c'est une des causes à l'origine du grand nombre de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Je vous encourage à lire cette étude. Bon, parlons des effets à long terme des pensionnats et des externats au Canada et comment ça s'est traduit par un cycle continu, intergénérationnel, perpétré également par le système de l'externat. Bon, les pensionnats ont été créés même avant 18 000, 1800 plutôt, c'était donc même avant la Confédération parfois, et il s'agissait de faire sortir l'Indien de l'enfant. Le sous-ministre Duncan Scott, qui a vraiment poussé en 1920 donc les pensionnats, il a dit, je veux me débarrasser du problème indien. C'est ce qui a motivé les programmes d'éducation d'avancement des Indiens depuis tout le tout début. Il est écrit que dans notre loi que l'Indien doit être un jour être émancipé. Notre intention est de continuer jusqu'à ce qu'il ne reste aucun Indien au Canada qui n'aura pas été assimilé dans la nation et qu'il n'y ait plus de questions indiennes et plus de ministère des Affaires indiennes. Voilà tout l'objet de ce projet qui est entré en vigueur, donc qui a reçu la sanction royale en 1920. Et pour vous donner un petit peu plus d'histoire, il y a ce mythe-là que les Canadiens tentaient vraiment d'aider les Autochtones. Mais voici un exemple qui contredit cela et qui montre bien la négligence généralisée dont le gouvernement était au courant absolument. Et en 1907, le Dr. Bryce, qui était un fonctionnaire, a décrit les conditions malsaines et la négligence après avoir visité 35 pensionnats entre 1894 et 1908. Donc, cela contribuait à une occurrence élevée de maladies et il fallait, par exemple, améliorer la ventilation et arrêter d'agglomérer les enfants donc malades à ceux qui étaient sains encore pour réduire le danger d'infection. Pour vous donner une idée de la tuberculose et de ce que ça a voulu dire pour les enfants autochtones dans les pensionnats, voici les taux de mortalité de la population générale de 5 à 14 ans des années 20 aux années 60 et vous voyez cette divergence importante entre les taux de mortalité de la population générale et des enfants autochtones qui étaient dans les pensionnats. Et non seulement y a-t-il eu cette négligence
importante, physique et mentale, cet abus, donc généralisé. Les jeunes autochtones, on sait que des milliers d'enfants sont morts, exposés à un déni donc culturel et à une honte culturelle également. Ce graphique provient d'un échantillon représentatif des survivantes des pensionnats qui étaient dans leur communauté, étaient revenus dans leur communauté. Et on a posé la question combien avaient été affectés par des expériences négatives durant l'enfance dans les pensionnats. Ça ne reflète pas nécessairement l'exposition, mais ce qu'ils estiment avoir été, donc avoir eu des expériences négatives durant l'enfance. Donc, ça sous-estime en fait l'exposition à ces expériences négatives. Perte de la langue, perte de la spiritualité traditionnelle, perte d'identité culturelle. Et on voit qu'il y a entre 67 et 75 de ceux qui étaient là pendant 3 ans ou plus qui ont fait rapport de préjudice associés à leur présence là et moins pour ceux qui étaient de là entre 0 et 2 ans. On a vu que donc 41 et de 41 en fait à 80 ont rapporté des abus de toutes sortes, abus sexuels, intimidation venant d'autres enfants, violence physique, témoins d'abus, discipline sévère, violence psychologique. Puis, il y avait aussi la négligence, évidemment, les conditions de vie difficiles et on voit la proportion élevée d'enfants qui ont été donc dans les pensionnats et qui ont fait rapport de ces expériences négatives. Et on sait, en ayant étudié d'autres populations, que le plus il y a d'expériences négatives durant l'enfance, le plus il y a un risque de résultats, donc de santé psychologique, y compris la violence, la victimisation, les abus, etc. Et ça, c'était une étude première, en fait, d'origine, qui avait fait une étude sur un échantillon important d'Américains de classe moyenne. Et cette étude a révélé la prévalence des expériences négatives durant l'enfance dans la population générale et les résultats que cela peut donc vouloir dire. Et dans cette recherche et par la suite, on a montré comment le plus il y avait d'expériences négatives, le plus il y avait de risques de résultats négatifs, y compris donc des matières de santé physique et mentale et de résultats sociaux et comportementaux, y compris la violence, les comportements délinquants, donc et ainsi de suite. Et non seulement on voit ces résultats pendant la vie adulte, mais aussi les effets des dépenses négatives durant l'espace, comment se manifestent tout de suite pendant l'enfance et par la suite dans le reste de la vie de la personne et même de manière intergénérationnelle. La première enfant qui vivent ça, donc sont plus susceptibles de vivre de l'agression, de la violence, de la délinquance, comportement antisocial, bon, appartenance à un gang, délinquance sexuelle et toute une gamme de maladies comorbides et de comorbidités, ainsi que de traumatismes complexes, donc toute une panoplie de résultats de l'exposition au traumatisme, l'agression, régulation émotionnelle, cognition, dépression, anxiété, symptômes dissociatifs même. Mais j'aimerais souligner que bien que les ENE, les expériences négatives durant l'enfance, peuvent prédire les comportements et les résultats négatifs à l'âge adulte, il faut souligner que tous ne sont pas confrontés à l'adversité qui adopte un comportement criminel par la suite. Et c'est important aussi de souligner qu'il y a d'autres facteurs au niveau de la société, de la famille, de la communauté qui peuvent influencer la réaction aux ENE et comment on peut protéger ces jeunes. Par exemple, voici une étude dans une population alloctone
qui étudiait la relation entre le nombre d'ENE et les événements délinquants prévisibles pendant la jeunesse et l'efficacité collective de l'intervention liée à la perception des jeunes quant à quel point ils ont confiance dans leurs voisins, dans leur communauté, et qu'ils estiment que leurs voisins pourraient les garder dans un environnement sécuritaire pour eux, pour la communauté. Et il y a cette relation entre l'ENE et les événements délinquants, ceux et celles qui ont perçu une efficacité élevée par la communauté, donc ont moins de comportements délinquants que ceux qui ont peu de confiance dans leur communauté. Et donc, cela m'amène à parler d'une autre étude, une étude que nous avons menée qui a été donc mandatée par la Fondation autochtone de la guérison. Et c'était avant donc la CVR où il y a eu une démarche d'évaluation indépendante, alors que les Autochtones devaient relater leurs propres expériences pour obtenir une compensation suite à leur expérience au pensionnat. Et plusieurs d'entre eux, de ces enfants, ont parlé de l'abus par d'autres enfants. C'était quelque chose qu'on n'anticipait pas, qui a été désigné comme étant bizarre, identifié comme vraiment excentrique, et on voulait trouver des explications quant au caractère fréquent de ces relations, de ces récits. Puis, on a travaillé auprès de 43 fournisseurs de services de santé qui ont travaillé avec des survivantes et des survivants de pensionnats. Et on a étudié plusieurs questions. La nature et prévalence de la violence entre élèves dans les pensionnats, les facteurs qui ont contribué à la violence entre élèves, les effets sur les personnes qui ont subi de la violence, les effets sur les auteurs de la violence et les effets collectifs dans les communautés. Et je vais parler un peu de cette étude maintenant. Il s'agit de souligner ici que le fait que les gens étaient surpris par ça et les commentaires de surprise dans les médias et la littérature, bon, nous ont mené à répondre au fait que la violence entre les pairs est courante dans les populations et dans les établissements de soins en résidence particulièrement. L'intimidation, la violence entre les pairs est élevée donc chez les adolescents et les jeunes qui vivent dans des établissements donc de soins ou de détention partout dans le monde. Bon. Et ici, nous voulons simplement parler de ces fournisseurs de services avec qui on a parlé. Ils ont noté à quel point c'était fréquent de parler de violence entre les enfants dans les pensionnats. Les abus sexuels étaient moins fréquents, étaient relatés moins fréquemment, mais c'était pas rare. Mais la physique violence émotionnelle, c'était assez fréquent. Alors, quels sont les facteurs contributifs d'abord de la violence entre élèves? Nous avons étudié les facteurs particuliers dans le contexte des pensionnats et comment ça a contribué à la violence entre les pairs, entre les élèves. D'abord, les pensionnats ont vraiment souhaité isoler les enfants des processus normaux de socialisation. On a retiré les enfants de leurs parents, de la communauté, des traditions, du vécu culturel traditionnel. Donc, et ça, c'est arrivé à pas mal toutes les Premières Nations, les enfants des Premières Nations, où on a dit que la violence et les abus, la maltraitance envers les enfants n'étaient pas prévalentes dans leur propre communauté avant l'isolation. Et puis, ensuite, les conditions créées, des conditions de vie punitives et privatives pour les enfants, où il y avait des sévices sexuels, émotionnels, physiques, arbitraires et prévisibles de la part du personnel. Les enfants étaient humiliés, dénigrés. Donc, pour les caractéristiques et les pratiques culturelles de leurs parents, on les privait de nourriture, de vêtements, de biens de première nécessité et de soins de santé. Puis, on a décrit cela comme menant
à des sentiments omniprésents de manque de sécurité, de crainte par les enfants. Par exemple, un des fournisseurs de services a dit, lorsqu'il voyait des membres du personnel agresser physiquement un autre élève, au début, il le disait à un autre membre du personnel, puis rien ne se passait, donc il n'avait personne à qui le dire. Ils cessaient d'essayer de le dire aux autres. Ils allaient plutôt voir le directeur d'école et on leur disait qu'il mentait, que ce n'était pas vrai, que le personnel n'aurait jamais fait ça. Et beaucoup d'entre eux se sont fait dire cela lorsqu'ils ont essayé d'en parler à quelqu'un. Et ça a été suivi par un contexte dans les pensionnats où l'agression, l'abus, la maltraitance était favorisée et encouragée, en fait. Ça s'est produit par donc racisme explicite, une dénigration explicite où l'on essayait de dissolver, de les extraire en fait de leur culture et on a décrit qu'il y avait donc une division entre les auteurs des crimes et les victimes, c'est-à-dire que les intimidés finissaient par se lier avec les intimidateurs à cause des environnements restrictifs et abusifs dans les écoles. Les enfants étaient souvent forcés de s'identifier à leurs agresseurs, de déplacer leur douleur et leur colère et de s'en prenant à leur père, plus jeune et plus faible. Ils les frappaient ou volaient leurs affaires pour avoir l'impression de contrôler quelque chose. Et donc, quant à favoriser l'agression et l'abus, la violence entre les élèves, un autre facteur qui contribue à cela, comme on l'a noté, c'est les réactions traumatiques des traumatismes précoces et complexes dans la vie des enfants, où donc ils réagissaient en reproduisant. Les jeunes enfants qui traitaient un événement traumatisant traitent l'information dans leurs agissements en reproduisant l'événement. Donc, dans le cas des jeunes enfants qui sont maltraités, un pourcentage très élevé s'en prend aux autres élèves en reproduisant cette violence. La violence était courante dans les pensionnats, du coup, il s'agissait d'une reconstitution typiquement traumatisante. C'est ainsi que les enfants réagissent au traumatisme. Donc, et la violence sexuelle n'est donc pas différente de tout autre événement traumatisant et elle est également reproduite. Un autre facteur qui contribuait à donc l'agressivité et la violence dans les faits, c'est la modélisation et la normalisation des abus par le personnel. Comme l'a décrit un participant, subir des violences chroniques à un jeune âge tend à faire croire aux gens que c'est normal. Je peux penser à certains hommes qui se sont simplement dit, eh bien, c'est ce qu'on fait. Donc, cet effet est amplifié par le fait d'être témoin de la violence envers les élèves et de constater qu'elle fait partie d'une expérience d'enfance normale, illustrant la façon dont l'intimidation chronique entre les élèves influait sur la perception des survivants. Un conseiller explique comment il était personnellement un peu surpris qu'ils étaient été aussi nonchalants à l'égard des mauvais traitements infligés aux élèves, même s'ils se sont souvent fait battre par des élèves plus âgés. Certains clients qui étaient des agresseurs pendant et après le pensionnat pensaient que se faire agresser sexuellement, certains trouvaient que c'était normal. Et une autre personne a dit, la violence était normale à l'école et les clients avaient l'impression que d'autres élèves, les élèves agresseurs, faisaient ce qu'ils faisaient parce que c'était sanctionné par le personnel, encouragé par le personnel ou appris du personnel. Et finalement, il y en a qui ont parlé d'incidents où les agresseurs ont été encouragés de façon ouverte par le personnel à semer de la violence. Il y a plusieurs qui racontent comment le personnel donnait à l'élève agresseur la permission de manipuler ou de traiter les enfants de quelque façon, que ce soit pour garder le contrôle sur l'élève. Et un autre dit, certains recevaient des encouragements de la part du personnel à agir comme exécuteur. Cela est décrit tant par rapport à l'intimidation qu'à l'abus sexuel. Par exemple, un conseiller décrit que certains enfants avaient appris que dans les pensionnats, qu'en l'absence de parents aimants et attentionnés, on peut les remplacer par des choses sexuelles les uns les autres et que cela était toléré ou même enseigné à l'école. Et quatrième étape, après être arrivés au pensionnat, après avoir vécu tout cela, on les a renvoyés dans leur collectivité où la société a
maintenu leur ségrégation et leur statut marginalisé. Après des années de scolarisation, les enfants ont retourné dans leur collectivité d'origine sans compétences traditionnelles, ni identité, ni accès aux ressources du groupe dominant. Un autre facteur très compliqué, c'est que les victimes et les agresseurs ont été renvoyés dans les mêmes collectivités, de toutes petites collectivités souvent. Et les effets des traumatismes ont été imposés à plusieurs générations et les gens pensaient que ça faisait partie de la vie. Alors, en résumé, on a ce contexte où les écoles où les pensionnats créent, il y a la création d'identités et de normes non traditionnelles dans lesquelles la violence s'adapte. On a la violence à domicile avant le pensionnat a été liée à la présence des parents. Ça se passe au cours des générations et les couples sont exposés à la violence et d'autres effets négatifs avant même d'aller au pensionnat. Et puis, il y a des générations d'enfants qui se rendent à l'école, qui ont déjà été traumatisés. Ensuite, on les coupe de leur famille et prive de produits de première nécessité. Il y a des réactions au traumatisme complexe. Les élèves ont été humiliés et démoralisés par le personnel et la violence est encouragée et le cycle se répète durant des décennies. On voulait aussi se demander s'il y avait des impacts différents lorsqu'il y avait de la violence entre pairs plutôt que imposée par le personnel. Et quelqu'un a dit, quand j'y pense, j'étais incapable de faire confiance aux gens, même mes propres gens. Je me souviens que je devais me sentir plus en sécurité avec les miens. Je me souviens, je me sentais plus en colère contre les adultes, l'homme blanc, mais je me disais aussi comment cela peut-il se produire de la part des miens. Je me sentais plutôt déçue. Et on a regardé les effets collectifs sur les collectivités des deux types de violences, de la part des pères et de la part du personnel. Je parlais de la confiance qu'on fait aux autres dans la communauté. On a vu qu'on parle d'effets collectifs par rapport aux relations dans les collectivités et la violence latérale. C'est un terme qui fait référence à de la discrimination, l'intimidation et d'autres types de comportements négatifs entre les membres d'un même groupe. Il y a une personne qui a dit c'était la façon que les gens au pouvoir nous enseignaient comment faire face à la violence et on voit comment ça se transmet d'une génération à l'autre. Et il y avait un autre effet collectif, je n'ai pas le temps d'en parler de tout cela, mais le silence par rapport aux expériences dans les pensionnats et par rapport aux résultats dans les collectivités de cette violence. Ils ont dit que les gens ne voulaient pas en parler et même dans les familles et au niveau de la collectivité. Et c'est pourquoi moi-même et d'autres gens dont les familles ont été touchées disent qu'ils n'en ont rien appris avant de devenir eux-mêmes adultes. Une autre citation. Il n'a pas été sécuritaire pour les gens de faire ce genre de divulgation dans leur propre famille et leur collectivité, de peur d'être ostracisés et de se faire dire qu'ils mentent et qu'ils doivent arrêter de causer des problèmes. Mais il s'agit d'une étude qui a été publiée il y a 10 ans. C'est assez vieux. C'était durant le processus indépendant d'évaluation. Depuis ce temps-là, on a eu la Commission de la vérité et de la réconciliation et il y a eu beaucoup de changements dans les collectivités, chez les familles, chez les individus qui parlent des pensionnats
et comment ils ont vécu ces écoles et comment et le fait maintenant qu'ils sont en train de se guérir. On va en parler un petit peu de cela plus tard. Alors maintenant, on voit les traumatismes qui ont été vécus dans les pensionnats. Et on ne voit les effets que seulement chez les survivants, mais aussi chez leurs enfants. Et je vais vous en parler beaucoup durant le reste de ma présentation. Alors voici un échantillon des gens vivant dans leur communauté et 56% ont signalé des niveaux de détresse modérés ou élevés et ont été dans les pensionnats. Mais on voit que les gens qui avaient au moins un parent ou un grand-parent qui avaient été dans un pensionnat, donc eux n'avaient pas été dans ces pensionnats-là, signalaient des niveaux de détresse beaucoup plus très élevés aussi. Et on peut comparer avec les populations non autochtones. On voit au milieu la population des Premières Nations dont les familles n'ont pas été touchées. Alors, on voit des niveaux de détresse plus élevés, mais pas aussi élevés, parce que ils sont touchés par les effets collectifs, non seulement les pensionnaires, mais d'autres préjugés. Voici un autre exemple d'un sondage national des Premières Nations vivant dans les communautés. On regarde l'utilisation des substances et on voit que les gens qui avaient un parent ou un grand-parent signalent des niveaux plus élevés d'utilisation. Ici, c'est une étude que notre équipe a faite quand on voulait regarder les cheminements, les voies, et on a vu que les expériences durant l'enfance étaient un facteur qui contribuait à la dépression. Nous savons que les survivants ont vécu des événements négatifs associés à tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur leur propre capacité d'être parents et de créer un environnement sans ces effets négatifs. Et on voit aussi des expériences négatives plus élevées chez les survivants il signale aussi de la discrimination perçue ou racisme élevé chez les adultes aussi. Et et tous ces facteurs qu'on a regardés ont contribué à leur niveau de symptômes dépressifs. Ça, c'est pour la deuxième génération. Alors maintenant, quels sont les cheminements qui impliqués dans la transmission intergénérationnelle? On voulait voir si les gens étaient plus vulnérables à d'autres éléments stresseurs. On a regardé les traumatismes négatifs et le stress. On a vu que la ligne pointillée, on a vu que les gens étaient moins touchés par des effets négatifs durant l'enfance. Et on a vu la même chose chez les adultes et leur traumatisme et leurs sentiments perçus du racisme, etc. Voici une étude faite parmi une population juive où on a comparé ceux dont un des parents avait été touché par l'Holocauste et ceux qui n'avaient pas un tel parent. Et on a comparé ceux qui étaient diagnostiqués avec un cancer, donc une expérience stressante. On a vu que les gens dont les parents avaient été dans l'Holocauste sur la ligne verte avaient été plus touchés par ces symptômes lorsqu'ils ont eu un diagnostic de cancer que ceux dont les parents n'avaient pas été dans l'Holocauste. Une autre observation importante, c'est une analyse simple qui compare les Premières Nations vivant dans les communautés dont leurs parents ou grands-parents n'avaient pas été dans un pensionnat comparé à ceux qui avaient un parent ou un grand-parent qui avait été dans un pensionnat. Et on a vu que les gens les plus à risque avaient eu des parents et des grands-parents
qui avaient été dans les pensionnats. Donc, on voit un risque qui s'accumule, surtout étant donné que ces pensionnats ont existé depuis plus d'un siècle. On a fait la même analyse quand on a regardé les suicides, les tentatives de suicide et des pensées suicidaires. On a vu que les gens dont deux générations avaient été au pensionnat et les gens dont un parent avait été au pensionnat et on les a comparés aux gens dont les parents ni grands-parents avaient été dans les pensionnats et on voit la différence. Alors, pour ce qui est du pourcentage de ceux qui ont été au pensionnat, on regarde les enfants indiens inscrits et on commence dans les années 1800 et on va jusqu'en 1965. On voit qu'au début des années 1900, entre 60 ou 60% et plus d'enfants avaient été dans les pensionnats et on a vu ce qui est arrivé quand c'était devenu la loi en 1920, c'était environ 70% et vers 1950, ils ont décidé, bon, peut-être que c'est pas une très bonne idée et les proportions commencent à tomber. Mais ça a pris du temps pour fermer les écoles, surtout à cause de la croissance de la population autochtone et à cause du lobbying des églises. Alors, le dernier pensionnat a fermé ses portes qu'en 1996. Les chiffres montent, mais les proportions, les pourcentages descendent. Voici, on voit la proportion d'enfants, jeunes et adultes des Premières Nations vivant en communauté qui avaient été eux-mêmes au pensionnat ou qui avaient un parent ou un grand-parent. Donc, on regarde les effets intergénérationnels. Et on voit que depuis 2002 jusqu'à l'étude la plus récente, en 2016, on voit que 75% de la population des Premières Nations vivant en communauté a subi un effet direct. Et ça surprend les gens. On pense que c'est un mythe, que ça ne touche qu'une petite proportion, que ça s'est passé il y a longtemps, mais en fait, c'est pas la réalité. Et ici, ça vous donne quelques exemples de recherches chez d'autres populations. Il faut insister sur le fait que les effets intergénérationnels de risque et de résilience ne se trouvent pas seulement dans les populations autochtones. On le voit dans toutes les populations. Et quand on regarde les populations qui ont vécu un traumatisme collectif comme l'Holocauste ou chez les populations de réfugiés, on voit des résultats semblables, mais il y a des différences selon le contexte précis. Alors, au fur et à mesure qu'on fermait les pensionnats à partir des années 1950, c'est à ce moment-là que les services de protection à l'enfance ont commencé à offrir leurs services dans les communautés et pour plusieurs raisons, y compris le racisme et le fait que les communautés vivaient avec les effets d'environ un siècle de violence dans les pensionnats. C'était à ce moment-là que les gens souffraient beaucoup et le service de protection de l'enfance est arrivé à ce moment-là et ce service avait ses propres idées sur comment élever des enfants et on voit que le nombre d'enfants des Premières Nations qui sont pris en charge augmente. On voit que la pointe était durant les années 1900, ou le pic était durant les années 60, c'était la rafle des années 60. C'était suite au pensionnat, c'était des travailleurs sociaux qui commençaient à enlever les enfants de leur famille. Et il y avait un rapport de Patrick Johnson
en 1983, et il y avait des rapports un peu plus tôt aussi où on en parlait, mais M. Johnson a dit que la prise en charge des enfants était devenue la norme pour les enfants des Premières Nations. Et à l'époque, la communauté des intervenants sociaux était d'accord que la prise en charge était la pire solution. Ils savaient que c'était très nuisible d'enlever les enfants à leur famille et ils savaient que c'était pire encore pour les enfants autochtones à cause de leur histoire et de leur traumatisme. Et dans son rapport, il a décrit comment les travailleurs sociaux des années 60 ont parlé du terme rafle des années 60 pour désigner l'appréhension croissante des enfants autochtones. Et c'est venu d'une de ces discussions avec un travailleur social qui a dit, et je cite le rapport, il a dit qu'il ramassait littéralement des enfants des réserves sous le moindre prétexte. Et dans ce rapport, il cite le rapport Hawthorne de 1966 qui s'est penché sur la situation dans les collectivités, y compris le système de protection de l'enfance. Et il a cité ce rapport en disant, la situation de la protection de l'enfance pour les Autochtones, à quelques exceptions près, pouvait encore être décrite comme allant d'insatisfaisante à épouvantable. Et ça, c'est dans un rapport de 1996. Et les choses ne se sont pas améliorées après ce temps-là. Ici, ça vous donne, euh, on vous donne une autre période temporelle. On commence dans les années 1970 et ça se termine vers 1912. C'est la proportion des enfants dans les communautés et la ligne bleue, ce sont les enfants qui sont appréhendés ou pris en charge. On voit la croissance. Il y a le pic présumé de la rafle des années 60 et ça a commencé durant les années 60, mais en fait, le pic était durant les années 70. Mais les nombres tombent après que les communautés des Premières Nations ont commencé à riposter et ils ont commencé à prendre le contrôle de leur propre service de protection de l'enfance. Les nombres baissent, mais il y a de nouveau une augmentation durant les années 1990 après l'arrivée de la directive 21. C'est une structure de financement qui a contribué à de plus en plus d'inégalités au niveau du financement des enfants. Et là, on voit le nombre de jours pris en charge et on voit l'augmentation du nombre de ces jours-là très rapide. J'aimerais signaler de nouveau qu'à ce moment-là, on savait que c'était très nuisible et traumatisant de séparer les enfants de leurs parents. Timson a fait un rapport pour RCAP où on parlait de cette question. Ils ont dit clairement que le risque de dommages causés par un traumatisme de séparation parce qu'on enlève les enfants à leurs parents est considéré comme plus grave que la plupart des actes d'omission ou de commission des parents. Enlever un enfant de sa famille est pire que la négligence et même la violence auxquelles il faisait face. Et on a dit que si les enfants sont retirés de situations très dangereuses de violence ou de négligence, des ressources devraient être affectées à des programmes de traitement et de prévention de la violence et de la négligence. Nous savons maintenant que la plupart de ces cas dans les collectivités autochtones résultaient d'une négligence et la négligence était liée à la pauvreté, des problèmes de santé mentale et ça, c'était le résultat des pensionnats. Et ce rapport a aussi signalé que si les enfants sont enlevés de façon inappropriée à leurs parents, cela doit changer. Que l'enfant soit enlevé par un organisme autochtone ou non autochtone ou placé dans un foyer autochtone ou non autochtone, les dommages émotionnels causés par la séparation pourraient être aussi dommageables que les conditions menant aux besoins de soins. On vient de faire une étude dernièrement qui s'est penchée non sur une
comparaison du traumatisme causé par la séparation par rapport au traumatisme quand on reste à la maison. On voulait aussi voir les expériences des étudiants autochtones qui sont pris en charge, et on prendrait pour acquis qu'on les met dans des endroits sécuritaires, mais c'est pas le cas. Dans les populations autochtones et non autochtones, les enfants font face à beaucoup de traumatismes et de violences dans le système de de prise en charge. Et on a regardé les expériences dans les familles autochtones, ceux qui étaient touchés par le système de protection de l'enfance, et on regarde et on voit que même quand on enlève ses parents de chez eux, ils sont toujours exposés à un traumatisme très élevé dans les foyers d'accueil, dans les familles, foyers de groupe, dans les familles d'accueil. Et on a regardé s'il y avait un changement au cours des années. Et on voit que dans certains cas, ça semble s'améliorer, mais en 1991 ou plus tard, quand les enfants sont au foyer d'accueil, 87% en 91 ou plus ont vécu des violences physiques dans le foyer d'accueil. Donc, on les emmène pas dans les endroits sécuritaires. On a demandé s'ils ont vécu du racisme de la part de soignants dans le système de protection de l'enfance. Et encore une fois, on voit des enfants qui signalent du racisme dans les foyers d'accueil, dans les foyers de groupe et dans les familles d'accueil. Malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'il y a des inégalités, des disparités entre les enfants autochtones dans le système de foyers d'accueil. On voit que 7,7% de tous les enfants sont autochtones dans le système, et c'est incroyable quand on regarde que 52,2% des enfants dans le système d'accueil sont autochtones. Donc, la moitié sont des autochtones, même s'ils constituent 7,7% de la population. Et on dit que beaucoup ont soutenu que le système de protection de l'enfance par son retrait à grande échelle des enfants autochtones de leur famille, de leur culture et de leur collectivité devrait être considéré comme la continuation des politiques d'assimilation forcée du système des pensionnats. Et on a voulu se pencher sur les statistiques et les données quantitatives, et on a vu un rapport entre ceux qui avaient eu des membres de la famille en pensionnat et ceux qui sont touchés par le système de protection de l'enfance. Quand il y a un parent ou un grand-parent qui avait été au pensionnat, un peu moins d'un tiers signalé qu'eux-mêmes avaient été touchés par le système de protection de l'enfance. Ici, on a voulu regarder comment l'exposition à ces problèmes durant l'enfance comment il y a une exposition cumulative à l'adversité à la maison et le système de protection de l'enfant. L'exposition cumulative au ENE contribue de façon statistique à cette relation. Nous savons maintenant que ceux qui ont été touchés par la protection de l'enfance avaient peut-être vécu des expériences d'adversité avant et durant leur séjour dans le système de protection de l'enfance. Et on a démontré que ceux qui avaient des expériences personnelles avec la protection de l'enfance avaient des symptômes de dépression. Et on a vu que on a vu qu'il n'y avait pas
que les expériences dans le système de protection de l'enfance et les pensionnats contribuaient aux dépressions. Bon, notre recherche a porté surtout sur les pensionnats, mais il y a aussi d'autres effets de la colonisation. Il y a beaucoup qui ont eu expérience de déménagement forcé, des groupes de nomades ont dû s'établir et cela a eu un effet néfaste sur les Autochtones. Les familles on a regardé les familles autochtones aux États-Unis et au Canada et on a vu qu'une historique familiale de déménagement forcé était liée à des problèmes chez les grands-parents, chez les parents et finalement c'était associé également à un risque augmenté de symptômes dépressifs et de délinquance chez les jeunes. Bon, je vais passer en revue très rapidement d'autres diapos. Les données nationales démontrent des niveaux plus élevés de NE chez les Autochtones par rapport aux non-Autochtones. Mais avec le temps, ces différences commencent à s'estomper. C'est bien. Et on s'y attendrait aussi un peu au fur et à mesure que le temps passe et il y a de moins en moins d'enfants qui avaient été dans les pensionnats. Et même si le système de protection de l'enfance perpétue ces problèmes, c'est une proportion plus petite qui en souffre. Quand on parle d'autres cheminement lié à la transmission intergénérationnelle des expériences vécues. On a parlé des expériences durant l'enfance, mais il y a aussi d'autres voies sociales et même peut-être biologiques. La recherche tend à démontrer que chez les Juifs, ceux qui ont une histoire familiale de l'Holocauste, on démontre des différences. Leur système de réponse au stress est différent et il y a des différences au niveau de la santé mentale par rapport aux gens qui n'avaient pas été touchés par l'Holocauste. Il y a aussi des changements épigénétiques dans la génération suivante. Et l'épigénétique, nous savons qu'il y a 20 ans, bon, nous savions on est né avec nos gènes et on les garde, mais depuis 15 ou 20 ans, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent comment notre environnement peut influencer l'expression de ces gènes qu'on allume ou qu'on ferme. Donc, ils fonctionnent de façon différente et s'expriment de façon différente. Et on a vu que chez les enfants de survivants de l'Holocauste, ils ont vu des différences épigénétiques par rapport à ceux qui n'avaient pas ces antécédents familiaux. Bon, je vais passer rapidement à travers ces diapos, mais on étudie également le cheminement du traumatisme et de la résilience entre les générations, la qualité de la communication familiale en général et particulièrement sur les pensionnats et sur l'identité culturelle et l'effet que ça avait. Et on a relevé 7 thèmes, donc, dont je vais parler ici. Bon, plusieurs ont parlé de la perturbation culturelle et à quel point c'était un enjeu important qui avait contribué à leurs problèmes sociaux et de santé. Une personne a parlé de la perte de la culture de la langue qui a été la plus grande répercussion. Donc, l'anglais était parlé à la maison et il ne savait même pas qu'il était autochtone. Les personnes ont aussi parlé de la fierté culturelle et à quel point il était important de protéger cela, soit leurs parents ou leurs grands-parents vraiment instauraient cela en eux ou ils faisaient un effort avec leurs propres enfants. J'ai fait donc un effort concerté avec mes propres enfants pour introduire à nouveau notre langue et notre culture et pour leur inculquer la fierté des racines autochtones. De même, une autre personne a fait part de la honte qu'il avait ressentie quand il grandissait, mais depuis, il avait récupéré son identité. Maintenant, une femme, maintenant que je suis seule, j'ai plus de fierté, j'apprends à aimer mon identité. J'ai donné à mon fils le nom Obijoué traditionnel et je me suis promis de l'élever pour qu'il soit fier.
de ce qu'il est. Ah, Ah, alors voici un graphique qui souligne les liens entre l'identité culturelle et l'engagement envers le bien-être, plus particulièrement pour ceux qui ont été touchés par les pensionnats et la rafle des années 60 ainsi que les réinstallations. Et voici, on étudie ceux qui n'ont pas été touchés par les pensionnats ou qui ont été intergénérationnellement, donc par au moins un grand-parent ou qui ont été des survivants eux-mêmes. Et donc, et si la personne qui a déclaré, si on n'a pas déclaré participer à des événements culturels communautaires, parfois ou presque toujours, il y a entre 60 et 80 de gens qui y participent généralement. Donc, pour les Premières Nations en général, et dans certains cas, ceux qui ont été directement affectés, la proportion est plus importante et notre recherche et la recherche de d'autres ont montré comment les aspects de l'identité culturelle protègent permettent donc de réduire la perception de l'oppression. Et alors, des affaits, en fait, c'est-à-dire l'identité culturelle. On a posé la question, comment est-ce que vous vous sentez comme membre de votre groupe? Est-ce que vous êtes fier? On a constaté que ceux qui ont fait rapport des hauts niveaux d'identité culturelle ne voyaient pas les mêmes éléments négatifs quant à comment la discrimination est liée à des symptômes dépressifs. Donc, il y avait moins donc d'effets pour ceux qui avaient fait rapport d'une fierté culturelle plus élevée. De même, on a trouvé un lien semblable entre l'identité culturelle et donc le stress suite à l'intimidation. On a posé la question si les personnes avaient des sentiments faibles ou forts d'identité, donc à la communauté. Ceux qui avaient des sentiments d'appartenance solides, donc vivaient donc moins de stress suite à l'intimidation. Et simplement pour mentionner comment on utilise cette recherche et le travail que l'on appuie dans les communautés des Premières Nations, c'est pour simplement offrir donc un appui aux éléments de preuve pour favoriser les approches tenant compte des traumatismes, donc et fondées sur la culture. Pour les Autochtones, il n'y a pas beaucoup de financement pour cela. Nos études et les travaux d'autres montrent bien l'importance des approches fondées sur la culture, et donc qui tient compte des traumatismes pour la guérison, la santé et le mieux-être. Alors, voici ma dernière diapo et voici la raison pour laquelle on mène ces recherches et que l'on veut apprendre, enseigner et en savoir davantage sur les effets intergénérationnels. Il s'agit de réduire cette attitude de blâme contre les Indiens afin de comprendre les racines même donc de la situation, afin que cela puisse accroître l'appui et le nombre d'alliés parmi les Allochtones, afin de mener à une plus grande guérison, moins de violence, plus d'appui collectif, même chez les communautés autochtones et les peuples autochtones eux-mêmes. Et voici un rapport qui montre bien l'importance pour nous de continuer à reconnaître et à en apprendre davantage sur notre historique, une augmentation de la violence et du déni, donc concernant les pensionnats à la suite de la commission de vérité et de réconciliation,
Suite à tout cela, il y a un groupe de Canadiens qui continue de défendre le système de pensionnat qui nie les sévices et les effets destructeurs. Donc, il y a donc une volonté de mettre cela, de balayer cela de côté et on voit cela. Les Autochtones et les alliés qui pourraient ne pas avoir eu l'occasion d'apprendre davantage là-dessus, je vous encourage à en savoir davantage et encourager les autres à en savoir davantage face au déni. Donc, vous pourrez à ce moment-là prendre parole. Et voici une autre citation. Le déni est un problème propre aux non-autochtones. Il exige donc que les non-autochtones travaillent activement à contrer ce déni, à créer et à mettre en œuvre des stratégies à cette fin. Et voilà. Et pour terminer, sur des citations qui m'ont inspiré de certains de mes héros, de mes héroïnes. La docteur Pam Palmater qui dit suite, donc il faut suivre le chemin frayé par les peuples autochtones, les Canadiens, les Américains ont les nombres, la richesse, le pouvoir et l'influence pour forcer un changement radical afin de mettre fin au racisme, la violence et l'injustice dans le gouvernement et la société. Et who really, along with the Assembly of First Nations, Dr. Blackstock qui a vraiment lutté, qui a mené la charge auprès du tribunal des droits de la personne quant aux effets néfastes des pensionnats, mais au fait qu'il y a eu un sous-financement avec le temps et qu'une fois que le système de protection de l'enfance a commencé, qu'il y a eu une négligence et des abus continus, une des maltraitances. Et après des années de refus du gouvernement dans ce tribunal, on a réussi à montrer le racisme, l'effet de tout cela, de toute la situation sur les Premières Nations. Je vous encourage à lire cela pour avoir un peu d'inspiration. Voici le Dr. Bryce, évidemment, dont on a déjà parlé, et aussi notre héros national des Tragically Hip, qui a parlé aussi de la situation des Autochtones. Voilà. Et j'aimerais reconnaître tous ceux qui ont fait cette recherche avec moi. Il n'y a pas que moi. Il y a donc la Fondation pour la guérison des Autochtones, l'Université d'Audley, Lake Health, Carleton, Toronto, etc. Les IRSC, donc nous tentons d'améliorer les choses continuellement. Si vous avez une rétroaction à l'égard de cette présentation, n'hésitez pas à me le dire. Merci de cette présentation vraiment remplie à craquer de bons renseignements. On voit qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions. Donc, on va répondre aux questions. La première question, la prévalente, c'est l'expérience précise des enfants qui ont été au pensionnat. Combien d'années est-ce que la plupart des enfants ont été aux écoles, au pensionnat autochtone? Did we lose Amy? Est-ce qu'on vous a perdu? On a perdu votre son? Non, je crois qu'elle a quitté. Peut-être que notre présentatrice reviendra. Heureusement que ce n'est pas arrivé pendant la présentation. J'aimerais faire donc des commentaires suite à certaines questions, des commentaires quant aux statistiques qu'Amy a présentées. J'espère qu'elle aura l'occasion de nous revenir. Il y a des questions excellentes, comme d'habitude d'ailleurs.
Oh, there she is. La Hi, voici. Amy. Amy, bonjour. You're on mute. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oh, you're still on mute. Vous êtes toujours... There you go. Voilà. Okay, I'm back. I'm so sorry. I'm not sure what happened. Alors, je ne Okay, sais we're pas ce just qui s'est glad you're produit. back. Merci. I'm not sure if you heard the first Merci d'être question, but I'll revenu. Je ne sais repeat pas si it. vous avez The entendu la first première question question. was, La were première children question, kept c'est in que schools dans les for a pensionnats, les long enfants ont été time? gardés combien de temps en général? It varied across Ça variait Canada and au across pays time. et And so selon les époques some, également. people went for a few months, some people went for their Certaines whole personnes childhood. y ont été I would pour say on quelques mois, average, it d'autres different toute in leur different jeunesse. regions, but a lot of Je dirais qu'en most kids moyenne, went for a good portion of ça dépend des about régions, mais la 3 plupart years des for their enfants y ont childhood. été pendant de longues périodes, Thanks, plusieurs Amy. années. The second Merci, Amy. question that we have for you has to do with Deuxième siblings. So, question. based on the research that you've done Alors, so en se far, basant sur la do you recherche think que vous there's a avez faite jusqu'ici, possible est-ce connection qu'il y a une between connexion possible entre emotional la abuse maltraitance between siblings, émotive so entre lateral les frères et violence in the sœurs, sibling donc la violence relationship, latérale, euh, and those siblings who entre may la be fratrie intergenerational survivors et of residential schools? chez les survivants donc de fratries qui sont des Yeah, I mean, donc I'm survivants sure that intergénérationnels des pensionnats. has happened and probably Alors, has its own unique outcomes, je that are pense que gonna chaque have situation, évidemment, a son propre, ses propres résultats I think we know that sometime from the et concept of conséquences. On sait que betrayal trauma that selon often le concept du traumatisme de suivi, harmed by someone who lorsqu'on otherwise est expect to trust the blessé par quelqu'un qui autrement on devrait en qui on devrait avoir confiance, les conséquences peuvent être pires. Thanks so much. Donc voilà. Merci beaucoup. Question, Amy, is when exploring the pathways involved in intergenerational transmission of residential schools Lorsque vous explorez les cheminements de la transmission intergénérationnelle intergénérationnelle des expériences donc du pensionnat sur la dépression et les comportements antisociaux, est-ce que vous avez étudié des facteurs de protection potentiels? Bon, oui. J'y arrivais là à la fin. Je mettais l'accent là-dessus à la fin de la présentation. Et il s'agit de beaucoup de nos travaux qui ont été basés sur les facteurs de protection culturelle, donc l'appartenance culturelle, la fierté culturelle. On montre à quel point ces facteurs peuvent protéger contre l'historique des pensionnats et des stresseurs continus, l'intimidation, donc l'oppression culturelle en ce moment. Amy, I have a kind of challenging question for you, but I J'ai une think one that will question resonate remplie de with défis much of our qui audience. pourrait résonner So, auprès knowing a little de bit about notre lateral assistance violence ici. with and Alors, among communities en and working sachant to un address peu that. ce qu'est la violence So, if you're latérale, a donc dans service les provider, communautés, how si can vous êtes you une work fournisseur to de services, address comment est-ce qu'on peut lateral violence in a way that traiter de la violence respects sort of latérale diverse de cultural manière à perspectives and respecter la avoids culture, perpetuating la stereotypes and perspective biases or culturelle blaming et les cultural community stéréotypes, les while biais still trying ou to les effectively blâmes, support tout en individuals who are affected by this form of appuyant violence? efficacement les personnes qui sont touchées par cette that is a violence. complicated, tough one Ouais, for c'est sure. une question compliquée. I think, and are you talking like within Indigenous Est-ce context que vous specifically? parlez dans le contexte autochtone un peu Yeah, I would précisément? say, Oui, tout à fait. not Eh bien, assuming that je people dirais have sans explored their own supposant family history que and their chacun own a collective exploré histories son historique and familial, because son of the historique trauma, and we know that a lot of that collectif. has led to Bon, collective and family silence a lot of the times. en raison So I de think ce qui s'est passé, il y a eu du cloisonnement part of our familial et reasoning collectif, bien for, souvent. wanting to teach about Et this within Indigenous dans le cadre groups de comes from, I didn't have time to talk about it today, but from bon, des divers historical trauma groupes theory, qui from Maria sont Yellowhorse autochtones. Il y a une Braveheart, théorie donc who's an du American traumatisme Indian psychologist. historique. Il y a un She psychologue kind of américain, used teaching about a donc community's autochtone history américaine, of qui a historical parlé trauma while du also traumatisme emphasizing historique, de la strength traumatisme as an culturel, tout en intervention mettant de l'accent, that mettant de l'avant les promoted a whole bunch of forces positive outcomes, qui including increased donc self-esteem and interagissent et increased qui like healing within donc families, peuvent vraiment cultural être des pride, éléments de all of these guérison dans things les that we know familles are avec good donc for la fierté for culturelle, and so nous le I savons. think
Et les communautés où il y a des perspectives variées, peut-être des religions différentes, on sait que ça provient du colonialisme. Et, et de cadrer tout, de regrouper tout le monde comme étant affecté par le traumatisme collectivement ensemble, tout en reconnaissant que simplement parce certains groupes religieux ont fait ceci ou ont fait cela, ce sont des gens finalement. Alors, il y a des gens violents dans, 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 dans tous les secteurs de la société. Donc, ça ne veut pas dire que la spiritualité de ces gens-là est douteuse. Il s'agit de trouver cette identité collective partagée et d'avoir une fierté dans l'appartenance culturelle. Sorry if it's a hard one. Alors, oui, c'est difficile, c'est difficile. Et j'apprécie vos réflexions et j'aime bien ces discussions sur les facteurs de protection et de culture. Amy, il y a une question. Est-ce qu'il y a des données ou de la recherche qui démontrent que certaines techniques pour élever ses enfants ou des techniques de protection de l'enfance faisaient en sorte qu'on enlevait les enfants des familles? Est-ce que c'était tout simplement pour perturber le système familial? Je dirais les deux. À l'époque, durant la rafle des années 60, les collectivités, les communautés vivaient toujours avec les effets de décennies d'effets négatifs, des effets des pensionnats. Souvent, on enlevait les enfants parce qu'ils avaient été négligés. Alors, la réponse de base, c'est de mettre fin à ces inégalités. Et en même temps, les collectivités se sont fiées à leurs approches traditionnelles. C'était pas seulement la famille nucléaire qui s'occupait des enfants, c'était la famille étendue, c'était la collectivité. Et souvent, à l'époque, les travailleurs sociaux ne comprenaient pas cette approche. Ils se demandaient comment ça se fait que les enfants sont avec les grands-parents. Il y avait des questions qu'on posait à cause de différences culturelles qu'on ne comprenait pas. Et il fallait ajouter donc cela au fait que les intervenants ne comprenaient pas pourquoi il y avait de la pauvreté, pourquoi il y avait tant de problèmes. Les intervenants sociaux ne savaient pas ce qui se passait. Et ils ne savaient pas, par exemple, qu'il y avait ces grandes différences. Mais la même chose s'est passée partout au Canada. J'ai une question à savoir, avez-vous des données ou des réflexions sur les expériences d'individus queer ou bispirituels? Moi, je dirais, moi, ma recherche s'est portée sur des pensionnats et le système de protection de l'enfance. Alors, je dirais que tout d'abord, le colonialisme a vraiment perturbé les façons traditionnelles de voir les personnes bispirituelles, par exemple. Il n'y avait pas de discrimination au départ. Alors ça, c'est un aspect de l'effet du colonialisme sur les collectivités. Mais en raison du colonialisme et à cause du fait qu'on a adopté cette attitude négative envers les LGBTQ+, et les spirituels, nous savons il est plus probable qu'ils soient maltraités dans le système de protection de l'enfance même aujourd'hui. Alors, il faut absolument qu'on se concentre davantage sur ces lacunes dans le système de protection de l'enfance.
Bon, est-ce que vous avez trouvé de la recherche ou des exemples de survivants de la part d'Autochtones qui critiquent l'identité d'un autre Autochtone? Par exemple, critiquer la façon de vivre de la personne, puisqu'ils savent que la personne ne respecte pas son identité autochtone et vit selon un mode de Unfortunately, vie plus euh, that's a common occidental. part of Euh, violence bon, in the community, c'est un questioning exemple people's identities, fréquent living de la violence latérale. On questionne les identités. Est-ce qu'on vit dans la communauté ou pas? Est-ce qu'on a l'air d'un autochtone ou non? Est-ce qu'on parle la langue autochtone ou And non? again, Tout cela est framing très it, I difficile, think trying to sensible. find a collective Et shared essayer identity de trouver une identité where collective et we're not partagée blaming each other, qui nous but we're permet de ne blaming pas nous this blâmer entre larger nous, thing called mais colonialism. I know plutôt it's hard to que de blame blâmer le the colonialisme. system and a Eh bien, je government sais que c'est for difficile de over blâmer un time, système but ou un understanding gouvernement pour des choses qui se how sont that has come produites au to cours be, des années. Mais il and faut again comprendre recognizing the comment tout complexity cela of a the évolué. Il situation faut before reconnaître la complexité de la trying to situation. emphasize that shared identity and Les, on what essaie parts de of your mettre cultural identity l'accent could be sur shared cette identité partagée et qu'est-ce and qu'on peut try to be partager shared even de son identité culturelle et quelles sont les parties dont on peut être Can I fier, ask a même question that en comes in a respectant les really, différences, really en voyant des way? différences. Bon, il y a une question It qui est says, entrée. I'm a foster grandparent to one of my La biological personne dit, grandchildren. je I must suis admit, I wish I knew grand-parent then what I know d'accueil now in terms of pour healthy un traditional de mes parenting and passing on the petits-enfants. language to my own children. I'm teaching the J'aurais language to my grandchildren, and aimé now savoir everyone tout has their cela spirit pour names. transmettre la And so the langue question à is, mes any enfants. Mais research on the maintenant, health and je le fais à well-being mes, of First mes Nations children petits-enfants, during mais kinship je leur care? donne And I think a similar des question, noms any thoughts you spirituels, may par have on exemple. whether or not Est-ce there's qu'il y any a des shifts réflexions à since there's now propos de Indigenous child changements welfare agencies? à ce niveau-là, puisqu'il Yeah, existe maintenant absolutely. des agences That's autochtones a de protection de lovely l'enfance? thing to Ah, share. That's really ça great. je suis vraiment heureuse d'entendre cela. There is research showing Oui, the il y a de la benefits of recherche qui kinship care. démontre les And avantages I could have d'être gone on prise en for charge other par un autre recommendations, membre de but la that famille. has been the Euh, recommendation. ça, And I think c'est ce qu'on recommande depuis les années as the 1980 ou you 90. know, the best approach. On dit que I'm not sure. I could try to la find prise some en charge evidence par of les that, but membres it's de la a lot parenté, that c'est la years meilleure too late. approche. But definitely we know that J'ai pas regardé la documentation dernièrement, mais nous savons que c'est une bonne chose d'être prise en charge Yeah, par the la other part of the parenté. question is having to do L'autre with question Indigenous child welfare porte services. sur les services Do you think that these are autochtones de contributing protection de l'enfance. to Est-ce que ces change now? services-là contribuent à un I changement do. I aujourd'hui? think Réponse it's oui, tout à contributing fait. to change, but Ça it took a contribue while au for changement, a long mais ça a time, pris du even temps when it was parce que pendant when it très was longtemps, transferred for a lot of même people, they were still being si on a underfunded for transféré years. So au even système autochtone, il y avait un with no sous-financement qui a duré des funding, années. Alors, alors appropriate funding, même you can address et problematic sans things. bon financement, on ne So peut pas since that répondre de Human Rights manière adéquate aux Tribunal, problèmes. Depuis le that tribunal found the des government droits de la personne of Canada guilty, qui trouvait le has gouvernement du resulted Canada relatively recently coupable, in the past couple of on years voit maintenant, a depuis larger quelques amount. années, qu'il y a I think it was like a billion or something, a lot of money increase in beaucoup government d'argent, fees. 1 milliard de dollars peut-être, And qui so, entre I dans, think that's been qui est helpful. Is maintenant it donné enough? aux I don't know. collectivités des Premières Nations. Est-ce que Again, we're c'est not just assez talking about d'argent? child Nous n'en welfare. savons We're rien. talking about big Parce qu'il ne s'agit policies pas seulement interconnected. de la protection de l'enfance, il y a toutes sortes de questions qui The sont other ongoing issues, interconnectées. that we Et il don't y a really take enough d'autres time to talk about. problèmes And dont so, on n'a pas I eu le think more temps of a coordinated de parler approach aujourd'hui. that Il faut donc une approche coordonnée et c'est ça que demandent les collectivités autochtones. like RCAP, Le in RCAP, 1996 en had 1996, different approaches euh, avait une approche très différente pour faire face à ces questions complexes. J'ai une question de suivi. Comment est-ce que les politiques et pratiques de protection de l'enfance peuvent être réformées pour prioriser la sécurité des enfants tout en donnant du soutien aux familles et en répondant
aux impacts continus du colonialisme? Ça, c'est une grande question. Moi, je suis pas experte en la matière, mais il y a des gens qui suggèrent des changements, des gens qui étudient le système de protection de l'enfance en parlent depuis les années 1990. Allez voir le site web de Cindy Blackstock, le First Nations Child and Caring Society, et on a beaucoup écrit là-dessus. Jusqu'à dernièrement, il y avait ces énormes lacunes au niveau du financement qui permettaient de perpétuer ces cycles. J'espère que puisqu'il y aura plus de financement maintenant, ça va aider. Mais la prise en charge par les membres de la famille, de la parenté et d'autres approches peuvent aider. Ça va un petit peu, c'est un petit peu en dehors de mon domaine d'expertise, mais j'essaie de contribuer à cela aussi. Amy, on a reçu des questions à propos de chiffres. Des questions très détaillées. Et c'est complexe de donner tous ces chiffres-là. Mais j'ai posé quelques questions. Il y a une personne qui a demandé à propos des statistiques, disons que plus de 50% des enfants dans les foyers d'accueil sont autochtones. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette statistique? Oui. Oui. And this is just the foster care population. Ça, c'est seulement la population des enfants en famille d'accueil. Ça n'inclut pas des foyers de groupe ni les enfants adoptés. On parle seulement du système de foyers d'accueil. C'est 50% de cette population est autochtone, même si la population en tout et partout est de 7% pour les autochtones. Ouais. C'est très important et il faut insister là-dessus. Et en parlant de chiffres, est-ce qu'il y a d'autres statistiques qu'il faut absolument garder, tenir à l'esprit? Bon, la statistique qui m'a même étonnée moi-même, c'est que 75% de la population des Premières Nations dans les communautés ont été touchées par les pensionnats. Le mythe, c'est que les gens pensaient que la majorité n'avait pas été touchée. Et j'insiste sur le fait que c'est seulement les pensionnats, mais il y a une foule d'autres facteurs comme le système de protection de l'enfance qui ont contribué à ces problèmes. Alors, ça, c'est dans les communautés autochtones. Je sais que vous n'avez pas parlé des gens qui ne vivent pas dans les communautés, mais j'imagine que c'est plus difficile d'avoir des statistiques pour la population hors réserve, hors communauté. J'ai des statistiques, j'ai tout simplement pas eu le temps de tout présenter. Mais en termes de proportion, c'est un peu plus faible, mais pas beaucoup plus bas pour les Autochtones inscrits hors communauté autochtone. Les Inuits, c'est assez élevé et les Métis, la population, la proportion est plus petite, mais il s'agit quand même d'une grande proportion de ces populations-là. Et on voit les mêmes résultats à long terme quand on regarde ces différentes populations. Merci beaucoup, Amy. Il y a quelques personnes qui ont dit qu'on pourrait passer des heures ensemble, mais il faut mettre fin à ce webinaire. Merci à vous, merci à tous les participants, merci à Caroline et Wendy, les interprètes francophones, et à Estelle, Alisate et Rose. Je vous rappelle qu'une fois le webinaire terminé, et vous aurez une évaluation à faire qui va s'ouvrir dans votre furteur. Merci à tout le monde et bonne fin de journée.